Salut, ici Léo, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Séance est levée, le podcast où un invité vient regarder avec moi un film de son choix pour qu'on en parle à chaud juste après. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Juliette, une comédienne et une très bonne amie avec qui j'ai régulièrement des discussions interminables mais passionnantes, ce qui s'annonce peut-être prometteur. On l'écoute tout de suite pour sa bande-annonce. C'est la bande-annonce. Tu viens avec quel film aujourd'hui ? Je viens avec Mommy de Xavier Dolan. Et alors pourquoi t'as choisi Mommy ? En fait, j'ai pas cherché à trop réfléchir. Je me suis juste dit quel film m'a le plus stimulé. Et je crois que c'est le film qui m'a le plus stimulé émotionnellement. Très bien. Bah, ce qui est chouette, c'est une première dans le podcast, puisque c'est le troisième épisode, et c'est la première fois qu'on vient avec un film que j'ai déjà vu. Je suppose que du coup, s'il t'a stimulé, tu l'as déjà vu aussi. Oui, plusieurs fois. Qu'est-ce qui te parle, toi, dans Mommy, a priori ? Ouah, beaucoup de choses. Il y a des choses... j'ai trop de choses qui m'arrivent à la tête en même temps. Qu'est-ce qui me parle ? Déjà, c'est le traitement du rapport mère-fille. Je trouve qu'il est traité avec un regard qui est pas cliché et qui est assez cool. Mère-fils, pardon. Et aussi le regard sur la maladie mentale et les difficultés que ça peut comporter pour l'entourage. Ça, je trouve que ça a été extrêmement bien traité, de manière hyper fine. Et c'est quelque chose qui, au moment où je l'ai vu, en plus, me parlait. Et je trouvais ça incroyable pour quelqu'un d'aussi jeune que Xavier Dolan, d'avoir su traiter avec cette finesse-là ce sujet-là, quoi. Qu'est-ce qui te parle dans un film ? Qu'est-ce qui te plaît quand tu vois des films ? Tu vas t'attacher à un rapport très émotionnel direct, à la narration, à la réalisation, à la technique, ou qu'est-ce qui est ton premier, qu'est-ce qui est ton rapport intuitif, on va dire, au cinéma ? Il est complètement émotionnel. En fait, tu parlais de narration et de structure d'un film, etc. Je pense que tout ça amène à ensuite une bonne stimulation émotionnelle. Donc effectivement, je pense que inconsciemment, je suis attachée en fait à une bonne narration, à un bon scénario, à une bonne mise en scène, parce que sinon ça va me perdre si c'est pas là. Mais si je sors d'un film et que j'ai ressenti des choses fortes, ça me va. C'est ça que j'attends d'un film. C'est tout simple, mais c'est complètement juste ça que j'attends d'un film. Eh ben chouette, alors on va passer au visionnage et puis du coup on se retrouve juste après. Ouais, ça marche. J'en profite pendant qu'on regarde le film pour rappeler que le principe de ce podcast et de la réaction à chaud induit d'énormes spoilers. Si ça vous embête, il faut s'arrêter là et aller voir le film. Pour les autres, ceux qui s'en fichent ou qui l'ont déjà vu, je vous fais un petit résumé dans quelques secondes pour rafraîchir vos mémoires. Juste avant, je vous préviens que Mommy est un film qui parle en partie de troubles psychologiques et que ni Juliette ni moi ne sommes médecins, psychiatres ou psychologues, donc on n'est pas à l'abri de dire une grosse bêtise ou de comprendre quelque chose de travers. Maintenant que c'est dit, on passe au résumé. Attention, les spoils commencent tout de suite. Diane, dite Dai, veuve et mère célibataire exubérante et au caractère affirmé, récupère la garde de son fils Steve, car l'adolescent se fait expulser du centre qui le prend en charge pour ses troubles du comportement, après qu'il ait lancé un incendie qui a fait un blessé. Au centre, quand elle vient chercher son fils, on rappelle à Diane qu'aimer quelqu'un ne suffit pas toujours à l'aider, et qu'il existe une loi qui lui permet de céder la responsabilité de son fils à n'importe quel hôpital en renonçant à ses droits parentaux. Elle rejette l'idée et accueille Steve dans sa nouvelle maison en banlieue de Montréal. Alors qu'elle jongle déjà entre galère et petit boulot, elle doit faire de la place dans sa vie pour s'occuper de son fils. Leur relation, à la fois fusionnelle et tendue, et les sursauts violents de Steve viennent bousculer l'équilibre déjà fragile de la vie de Diane qui tente de s'intégrer dans son nouveau quartier sans faire de vagues. Steve, qui cherche à s'occuper de sa mère et prendre un rôle d'homme de la maison, lui offre un jour un caddie plein de courses et un collier gravé Mommy. Mais Diane le suspecte de vol, ce qui déclenche une violente dispute, d'abord verbale puis physique, où elle frappe Steve avec un cadre pour échapper à son étranglement, puis se réfugier dans un placard. Quand elle en sort, elle découvre sa voisine, Kayla, en train de soigner Steve. Suite à ça, Kayla, mère de famille atteinte de bégaiement et complètement renfermée, entre peu à peu dans leur vie. Prof en année sabbatique, elle aide Diane à faire l'école à Steve. Comme avec sa mère, Steve a du mal à comprendre et à respecter les limites. Et un jour de cours, lui touche les seins plusieurs fois malgré ses refus. Kayla craque et le plaque au sol, dominé, Steve mouille son pantalon. Après cet événement, Steve devient plus calme avec elle et lui demande même de continuer à lui faire cours. Avec l'aide de Kayla, Diane arrive enfin à remettre leur vie sur les rails dans les semaines suivantes,
et Steve commence à entrevoir un futur, passer son diplôme du secondaire grâce à Kayla, et tenter de rentrer à Juilliard, la grande école de danse new-yorkaise. Mais Diane reçoit une mise en demeure, elle doit régler les frais médicaux de l'adolescent que Steve a blessé au centre. Pour y échapper, Di fait appel à un autre voisin, Paul, un avocat. Steve et elle vont dîner avec lui. Les intentions de Paul sont assez claires, il est prêt à aider, mais cherche aussi à vivre avec Diane une relation amoureuse. Et presque à se proposer comme beau-père de Steve. Diane semble parfaitement au fait de la situation, et l'accepte pour avoir de l'aide, mais peut-être aussi par envie. La soirée se finit dans un bar karaoké. Steve, qui semble très mal gérer les avances de Paul vers sa mère, tente de retrouver son attention en chantant au micro une chanson trop mièvre au goût d'autres clients du bar. Une bande de garçons se met à l'humilier en se moquant ou en lui jetant de la bière au visage, et à coups d'insultes homophobes. Face à cette violence, et sans l'attention de Diane, il craque, se jette sur l'un d'eux, casse une bouteille, lui porte le tesson au cou et menace de le tuer. Après s'être fait virer du bar, Paul intervient dans la dispute entre Di et son fils, et finit par gifler Steve. Immédiatement, Diane le gifle à son tour, Paul, vexé, s'en va en les maudissant. À partir de là, Steve exprime régulièrement la crainte qu'un moment viendra où sa mère cessera de l'aimer. Diane ne se résigne pas et continue de chercher les moyens d'aider son fils, mais un jour, Steve s'entaille un poignet en plein magasin pendant des courses avec Diane et Kayla. Steve soigné, ils partent tous les trois en road trip à la plage, où le rire et la joie reviennent. Devant nos yeux, défile l'avenir radieux de Steve qui le mène du diplôme au mariage, en passant par l'école de danse. Mais Diane revient à elle. Sur le chemin du retour, elle s'arrête sur le parking d'un bâtiment où elle rentre, avant de revenir avec des aides-soignants qui vont embarquer Steve après l'avoir violemment contrôlé. Assistant à la scène, elle regrette son geste, mais c'est déjà trop tard, elle a signé la décharge et n'a plus le droit sur son fils. Diane retrouve une vie plus normale mais plus vide, et Kayla lui apprend qu'elle part vivre à Toronto. Devant la réaction enthousiaste de Di, la voisine reste perplexe. À peine Kayla partie, Diane s'effondre. Steve, à l'hôpital, à peine libéré de sa camisole, se lance dans une course effrénée vers une fenêtre. En plus de ce résumé, je me permets de vous rappeler un élément de mise en scène majeur du film. La grande majorité du métrage est en format 1:33 ou 4/3, quasi carré, peu habituel de nos jours, et passera à 2 moments en 1:85 ou 16/9, plus classique au cinéma. Le premier de ces moments, c'est après la formation de cette étrange famille, lors d'une balade à vélo, un moment de liberté. Le second, à la fin, au moment du road trip, et surtout pendant le montage où l'on nous présente ce qu'aurait pu être le futur de Steve. La séance est levée. C'est la combienième fois que tu voyais Mommy, du coup, Juliette ? Ça doit être la 3e ou la 4e fois. La 4e fois, je pense. Et Sans compter toutes les fois où j'ai été juste regarder des extraits que j'aimais bien. Ah, t'es allé chercher... Parfois, ouais, je suis allée piocher des extraits de temps en temps. Ça m'est arrivé. C'est marrant. Et alors, en termes de réponse émotionnante à ce 4e visionnage ? Je suis sans voix comme à chaque fois, je pense. Ça me fait toujours exactement le même effet. C'est peut-être le seul film qui me fait exactement le même effet à chaque visionnage. Non, ça, c'est du coup qui ne change pas du tout, quoi. L'intensité est la même. Après, je vais pas forcément réagir sur les mêmes scènes, émotionnellement. Mais par contre, l'intensité et l'état dans lequel je me retrouve à la fin du visionnage, c'est toujours le même. Alors, c'est quoi cet état ? C'est difficile de le définir. Cet état, il est traversé. Il est teinté de plein de choses. En même temps, ça rend heureux parce que c'est un film qui parle d'amour, qui parle surtout d'amour en fait. Donc il y a quelque chose qui rend quand même heureux de voir autant d'amour dans un film. Et en même temps, c'est tragique et triste et... Enfin, il y a plein de choses qui s'entremêlent, quoi. Ça met en colère, ça rend impuissant. En même temps, ça fait aimer les gens. Enfin, voilà. C'est un mélange de plein de choses. Ouais, c'est vrai qu'il y a une tragédie hyper forte, hyper violente là-dedans. Tu vois, moi, je me souvenais... Alors, pour le coup, moi, c'est la 2e fois que je le voyais, parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi, je l'ai vu au cinéma à sa sortie, mais je l'avais pas revu depuis. Et j'avais complètement oublié qu'il y avait des scènes après le fait qu'il se fasse embarquer Ouais. à l'hôpital. Ouais. Pour moi, c'était la fin. Et elle est hyper bizarre, cette fin, parce que les scènes qui suivent, du coup, de la toute petite conclusion, il y a le désespoir le plus profond
un peu de lumière, justement, Diane qui parle d'espoir. Et puis... oh, et puis un truc de... Je sais pas trop quoi en faire de ce rapport-là. Ouais. C'est-à-dire qu'en même temps, il va chercher de la liberté, et en même temps, ça annonce que l'espoir de Diane, il est pas creux, mais il est vain. Ouais, je Parce vois. qu'il va pas changer, quoi. Après, je suis pas certaine que quand Diane parle d'espoir, j'ai l'impression. Tu vois, il y a vraiment ce moment où elle fait semblant d'être trop contente que sa Ouais, bien voisine sûr. part à Toronto. Et j'ai l'impression qu'elle, l'espoir, elle l'a plus, mais qu'elle elle parle d'espoir pour Diane, pour que Diane parte l'esprit tranquille. Non, pardon, comment elle s'appelle Kayla. Kayla parte l'esprit tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Qu'elle le fait pas pour elle. Alors oui, dans le sens où ça va pas si bien que ça. Mais je suis pas sûr qu'elle le fait particulièrement pour Kayla. Moi, je pense que c'est le rapport aux autres de Diane est très poli et elle a Ouais, besoin d'être en lumineux face aux gens. de toujours garder cet optimisme. D'être en joie, tout va bien, en lumineux. Et je suis pas sûr que ce soit spécifiquement pour Kayla. Et je pense que justement, elle essaye de se convaincre que Mm. si elle a fait ça, c'est parce que, même si elle se doute que ça va pas s'améliorer, c'est parce que c'est la solution où elle pouvait encore avoir de l'espoir. Non pas de résultat, mais elle pouvait encore avoir de l'espoir. Alors que s'il restait, si elle le gardait, elle en avait plus. Ouais, c'est possible. C'est tenté un peu de tout ça, je pense. Mais ouais, c'est d'une violence en tragique. Bah, alors, pour le coup, c'est foncièrement une tragédie. C'est-à-dire première scène, on te dit... vous savez, parfois aimer, ça suffit pas. Et c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on est capable de l'aider. Ouais. Et bim, ce sera la fin, mon pote. En fait, ce qui est amusant en plus, c'est que la couleur est annoncée dès le début. C'est-à-dire que la morale de l'histoire, elle est dite vraiment très clairement. Très tragédie Dans grecque, les quoi. premières On secondes. te le dit au début, Ouais, puis ouais. après, on va te le montrer en deux. Et après, on te le démontre, ouais. Mais, entre guillemets, la différence de la structure de la tragédie grecque, c'est que tout le film, toi, tu t'es là, mais est-ce qu'on va réussir à me montrer qu'elle avait tort? Celle qui a annoncé le destin, cette médecin qui a annoncé le destin avant. Ouais. Et on a cet espoir-là, quoi. Ouais, on continue d'y croire. Mais je crois que c'est le propre de toute personne qui accompagne ou qui partage la vie d'un malade. C'est-à-dire que c'est un truc qui est inhérent à l'amour. C'est-à-dire que... Je sais pas comment dire, mais... Là où s'arrête l'espoir, s'arrête l'amour aussi, je pense. Tu vois, il y a un peu cette histoire-là. Donc en fait, même quand l'évidence est sous les yeux, il y a ce truc de... Je sais pas comment dire ça. C'est marrant, moi, je dirais pas que si l'espoir s'arrête, l'amour s'arrête, pardon. Euh, Plutôt que si l'espoir s'arrête, vu la situation, et pas spécifiquement celle-là, mais en général, et d'autant plus dans celle-là, c'est la vie qui s'arrête. Ça fait très la vie, c'est l'espoir, mais c'est vraiment c'est une force vitale, en fait. Quelque chose c'est le seul truc qui tient un peu debout, quoi. Ouais, c'est le seul moyen de persévérer dans l'existence que de continuer à espérer. Mais c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez évident dans ce film-là, en tout cas. C'est ce truc de... C'est-à-dire qu'il y a... Qu'est-ce que j'en fais de mon amour, en fait? Est-ce que j'ai un devoir par rapport à ça? Est-ce que j'ai un devoir parce que c'est mon fils ou est-ce que j'ai un devoir parce que j'aime cet individu, par exemple? Déjà, là, il y a une énorme... Il y a une grosse friction à cet endroit-là. Oui, puis il y a le truc tragique, c'est j'ai un devoir parce que je suis la seule personne qui l'aime. Au-delà de mon fils, pas mon fils, ce que veut la société ou pas, c'est que tous les autres, ils essaieront un peu, mais... Ils lâcheront très vite. Et c'est compréhensible. Oui, c'est compréhensible. Mais si moi, j'y arrive pas, qui peut le faire, tu vois? Ce qui est, je pense, une erreur. Parce que, en fait, parfois, non seulement l'amour ne peut pas sauver quelqu'un, mais parfois l'amour participe à perdre quelqu'un aussi. Et à l'emmener. C'est-à-dire que je pense que le recul que peut avoir un soignant avec quelqu'un de malade, ça peut aussi participer à le sortir de là et à le sauver. Alors que quand t'aimes, t'as pas de recul et donc tu mélanges des choses qui sont pas forcément saines pour la personne malade. Certainement. Après, tu vois, je m'interrogeais, j'avais complètement oublié aussi que au début du film, il y avait des cartons dans un Canada fictif, même si c'est à peu près le même, avec cette histoire de loi spécifique pour laisser son enfant en hôpital et tout ça.
je me disais, mais à quoi ils servent ces cartons? Parce que oui, en effet, peut-être que c'est pas comme ça que fonctionne la loi au Canada, mais tu pouvais nous faire le même film sans. Et qu'est-ce qu'ils racontent? Et je pense que ce qu'ils racontent, ces cartons-là, c'est dans ce monde-là, dans le monde où intervient cette histoire, ils sont abandonnés. Même à l'hôpital, même en centre, même machin, ils sont abandonnés. C'est-à-dire qu'on n'en fait pas assez pour les malades, les perdus, les... Et encore, en plus, ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu dis, il y a deux choses. Déjà, au Canada, c'est un des pays où ils sont le moins abandonnés au monde. Donc s'il y a cette problématique-là au Canada, qu'est-ce que c'est dans d'autres pays? Par exemple, en Afrique, c'est pas des hôpitaux psychiatriques, c'est des prisons dans lesquelles sont les malades mentaux. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Il y a cette histoire d'abandon, mais je pense aussi que ils sont là pour factuellement poser un décor, parce qu'il n'y a rien de factuel après dans tout le reste du film, c'est que des histoires d'émotions et de je me mets à la place d'eux, etc. Ouais, Alors que si quelqu'un est concerné de près ou de loin dans son histoire par ce qui se passe, il va réussir à se projeter. Mais quelqu'un qui s'est jamais projeté, je pense que ça peut être important de lui dire les faits sont là, est-ce que vous trouvez ça moral ou immoral, grosso modo, d'abandonner son enfant? Question comme on poserait une question en cours de philo ou en cours de droit, tu vois. Et ensuite, le truc se déroule et c'est à nous de nous faire notre avis. Bah oui, mais justement, non pas avec les cartons, mais la façon dont c'est montré dans le film, où les univers qui sont là pour accompagner, qui sont là pour soigner, en tout cas pour cet enfant-là, sont violents et ne sont pas une réponse efficace. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans la vie, hein, Ouais. Mais dans cet univers-là, c'est plus une question morale. Tu vois, moi, du coup, ça devient aussi une question d'efficacité, et visiblement... Bah c'est ça. La question morale, lui, il est aussi mal dehors que dedans, si tu veux. Oui, bien sûr. Voire plus encore que. Mais au final, effectivement, là où ça rejoint la question morale, c'est est-ce que c'est pas elle qui est mieux s'il est... En fait, c'est non, ça. Encore que. Mais c'est pour ça, hein, du coup, le sujet du film, on sait même pas si c'est lui ou si c'est elle. Pour l'avoir revu une 4e fois, j'en arrive de plus en plus à la conclusion que le sujet, c'est elle. Que le sujet, c'est l'accompagnant, c'est la famille, c'est l'entourage. Ouais. Parce que la question du malade, elle est tellement spécifique au malade lui-même. C'est-à-dire que là, il parle de TDAH, de troubles de l'attachement, etc. Mais on sait tous très bien que le même nom va être donné à un trouble à 2 personnes différentes et ça va se traduire d'une manière vraiment extrêmement différente selon les personnes, selon les individus, selon les facteurs influents. Par exemple, là, dans le film, lui, ce qui a déclenché vraiment ces crises, c'est le fait d'avoir perdu son père. Même si on te dit aussi que des petits, c'était compliqué. Oui, il y a une base. Il y a une base où c'est compliqué mais gérable, et il y a un basculement. Ouais. Et c'est très souvent le cas, effectivement, mais du coup, selon le basculement, selon l'événement qui va intervenir, ça va, par exemple, le trouble de l'attachement, si on comprend bien, bon, c'est une conclusion peut-être un peu rapide, mais il intervient après, pour le coup. Après avoir été plus ou moins abandonné par son père, ou par sa mort, enfin, de par sa mort. Bien sûr. Et je sais plus ce que je disais, du coup. Tu disais que c'était elle le sujet. Oui, et je moi, je te pense de rejoins. plus en plus que c'est elle le sujet et que c'est ces cartons-là qui énoncent cette loi qui est en place au Canada, qui nous donne un indice sur qui est le sujet. Tu vois? Ouais, moi je te rejoins et ça répond aux 2 questions aussi, à la question des cartons, dans le sens que si c'est lui le sujet, c'est une histoire individuelle entre guillemets, alors qu'avec elle, même si évidemment c'est porté par un personnage qui a son trajet propre, etc., c'est le rapport de la société ou les saints d'esprit, qui sont des concepts un peu délicats et peut-être qui sont très appelés exagérés. normaux-pensants. Oui, voilà. Voilà. Ouais. Mais de qu'est-ce qu'on fait en tant que groupe social avec les gens qui n'arrivent pas à suivre les règles de ce groupe social. Complètement. Et c'est là où je te rejoins. Pour moi, c'est son histoire à elle. En fait, j'ai l'impression que c'est l'histoire d'un système, tu vois, d'un microsystème, c'est-à-dire le microsystème que constitue une famille, mais ça pourrait... Le schéma qui se produit là, il peut effectivement s'appliquer, c'est-à-dire que là, l'angle de vue, c'est l'angle de vue d'une famille, mais ça peut s'appliquer à l'angle de vue d'une société. Par exemple, en l'occurrence là, elle a un malade sur les bras, qu'est-ce qu'elle en fait? Mais en fait, ce qui se produit, ça peut se produire
dans une équipe professionnelle. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait d'un collègue qui est malade? Comment on le traite? Est-ce qu'on le traite de la même manière que les autres? Est-ce qu'il a des privilèges ou pas? Ou ça peut s'appliquer à un système sociétal. Ça peut s'appliquer à un système au sein d'un couple. Tu vois, je pense que c'est la même lecture. Là, il a choisi le prisme de... Xavier Dolan, j'entends, il a choisi le prisme de la famille. Et de la mère, parce que c'est un sujet hyper Voilà. présent dans son cinéma, le rapport mère-fils. Déjà, et puis je pense que c'est la meilleure manière de ramener des gens qui ne connaissent pas ce genre de problématique à leur cause, parce que tout le monde peut s'identifier à un rapport d'amour à son enfant. Alors que si tu places une situation, par exemple, de quelqu'un qui est handicapé dans une équipe professionnelle, il y a des gens qui auront l'empathie nécessaire pour se projeter dans cette situation, mais d'autres pas, tu vois. Donc je pense que c'est aussi une méthode pour aider le spectateur à s'identifier. Parce que tout le monde n'a pas d'enfant, mais tout le monde a un parent. Oui, j'entends. Non, tout le monde n'a pas de parents, malheureusement, mais tout le monde a plus ou moins un référentiel parental, tu vois, à minimum. Oui, et surtout, c'est l'endroit, et spécifiquement sur les mères, à tort ou à raison, où on considère que l'amour et l'attention et la bienveillance et la volonté de soins et de tout ça est la plus naturelle. Oui. C'est pour ça que c'est intriguant à cet endroit-là aussi. C'est-à-dire que c'est dans... Encore une fois, j'ai dit à tort ou à raison, mais dans notre monde, c'est considéré comme anti-naturel d'abandonner son enfant, par exemple. Mais c'est très... Ouais. C'est intéressant que tu soulignes ça, mais fini, pardon. Non, j'avais pas fini. C'est pour aller sur la conclusion du film, il y a quelque chose... Et même, elle le vit un peu comme ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Tout son être lui dit, bah non, le fais pas, et en même temps, elle voit bien que... Mais justement, c'est important que tu le sais, parce que je trouve que ça souligne aussi l'injonction d'une mère à s'oublier pour son enfant. Ouais. Alors qu'on n'a pas la même injonction, enfin, on n'inflige pas la même injonction à un père, par exemple. Oui, mais parce que, alors pareil, je fais encore un rapprochement en termes de groupes sociaux, mais l'injonction des femmes à s'oublier pour le reste du groupe social, bien sûr, complètement. Les hommes ne la subissent pas. Donc effectivement, c'est caractérisé sur la parentalité, mais en réalité, ça l'est aussi dans le reste. Oui, mais du coup, ça pose la question de l'individu, tu vois. Est-ce que, ok, j'appartiens à un système, en l'occurrence la familiale, mais qui je suis moi en tant qu'individu, et est-ce que mon appartenance à tel ou tel système prend le dessus sur mon intégrité en tant qu'individu? Et est-ce que mes limites en tant qu'individu doivent être oubliées au profit de mon appartenance à ce système? Est-ce qu'à partir du moment, par exemple, où je deviens mère, je suis plus mère qu'un être humain à part entière? Ouais, qu'individu. Et j'ai pas la réponse. Je sais pas où se situe la morale là-dedans. Mais en tout cas, c'est très intéressant de se poser la question. Ouais, j'entends. Puis, il y a un truc, moi, plus j'y pense, plus moi, j'ai l'impression que l'autre sujet du film, alors un peu plus dans la façon dont il est fait, notamment dans la réalisation, c'est l'espace vital, on pourrait dire. Ouais. Tu vois, typiquement, je réfléchissais sur cet effet de cadre que j'allais j'avais déjà en parler. vu, qu'on avait tous évidemment remarqué, noté. notamment parce que je crois que c'est relativement une première de commencer de changer de rapport, de taille d'image et puis du coup briser le quatrième mur dans un film. Et cet effet de cadre-là, il intervient à un moment où un peu ils peuvent respirer, il y a de l'espace vital, ils sont plus engoncés complètement dans cette vie qui les empêche de vivre, d'exister, etc. Et il intervient une deuxième fois dans le moment où elle se projette sur qu'est-ce qui aurait pu arriver si ils avaient cet espace. Et s'il n'y avait pas eu ce... Et cet espace, ils l'ont pas. Non, parce que je suis même pas sûr que c'est s'il n'était pas malade. Ah ouais? Moi, je pense pas que c'est s'il n'était pas malade, il serait devenu ça. Moi, je pense que c'est si on avait l'espace en tant que société, pour soigner ce gamin, si on arrive à comprendre, si moi, dans ma vie, j'avais l'espace parce que je dois pas jongler avec un travail, être mère célibataire, machin, et un gamin compliqué. Si on avait juste un peu plus de... Quand je dis espace, mais on pourrait dire temps. Tu vois, c'est là où je parle d'espace vital. Oui. Et bah, tout ça aurait pu arriver. En tout cas, s'il y avait un autre cadre spatio-temporel. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un raccourci
de dire s'il n'y avait pas la maladie. En tout cas, s'il y avait plus Moi, je d'espace. crois... Ouais, parce que pour le coup, moi, je crois pas... Je suis d'accord. Je te rejoins complètement là-dessus. Parce que c'est les mêmes rêves. Enfin, tu vois, il va à Juilliard, donc la grande école de danse new-yorkaise. Ouais, oh là là. Il se marie, tellement triste. Il quitte sa maison. Il y a toujours Kaila, il y a Kayla. Il y a toujours tout le même monde. J'ai pas l'impression que c'est s'il était pas malade. J'ai vraiment l'impression que c'est de l'ordre de si on savait l'accompagner. Ouais. Et en partie, pas seulement, malheureusement, il y a des Mais cas dramatiques où il n'y a pas de réponse. En partie, savoir accompagner des gens malades, c'est avoir le temps, l'espace, en tant que société, encore une fois, hein, et l'argent à être prêt à mettre pour être là pour eux, tu vois. Mais c'est ça c'est ce moment-là justement où défilent ces images de juste avant qu'elle laisse son fils et qu'elle signe cette décharge comme quoi elle n'en a plus la responsabilité légale aussi. C'est surtout ça le truc. Au-delà de confier son fils à un hôpital, c'est quel type d'hôpital, Oui. quel type de structure il s'agit, pardon. Et il y a vraiment ce truc où la vie dont elle aurait rêvé défile pour son fils et donc pour elle aussi, un peu comme cette image qu'on a souvent ou qu'on donne souvent de juste avant la mort, voir toute sa vie défiler. Et c'est en ça que je suis plutôt de l'avis qu'elle a perdu espoir à ce moment-là, justement. Oui, que quelque part, c'est une petite mort interne. Elle tue cette vie-là de son fils, elle la tue en signant ce papier, quoi. Et c'est en ça que j'ai l'impression que pour moi, elle a plus d'espoir. On parle de signer ce papier, même si c'est pas le même papier. Au début du film, elle signe un papier, c'est la première fois qu'on voit son surnom Die. Donc elle signe tuer. Ouais, c'est incroyable. Donc t'as raison, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là, sa signature tue. La vie qui s'arrête. La vie qui s'arrête à partir du moment où elle signe. Ouais, la sentence, en fait. Il y a ce truc de sentence. Et c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que quand elle fait tout ce petit laïus à Kayla, sa voisine, à la fin, en plus, elle le fait vraiment dans une émotion de façade, quoi. Ce fameux truc je pense qu'on a tous connu un jour, où, en fait, soit on fait semblant dans l'extrême, soit soit on s'écroule. Voilà. Soit le sol souffle sous nos pieds, donc on n'a pas spécialement le choix. Et on voit cette espèce de façade qu'elle va chercher au fond d'elle, et elle exagère sa joie pour sa voisine, elle feint même complètement sa joie pour sa voisine. Surtout que ça n'a pas de sens d'être aussi heureux de voir sa voisine partir dans une ville nulle pour des raisons nulles. Enfin... J'entends, mais il faut pas oublier un truc, c'est quand même des anglo-saxons, des Canadiens. Ouais. Et ce truc-là de « It's amazing !» C'est incroyable. Ah, mais c'est génial, mais quelle bonne nouvelle, machin. Ça fait partie de leurs rapports sociaux normaux. Oui. Et moi, je m'en suis rendu compte, notamment en étant à Montréal ou à New York, c'est que c'est pas totalement... Évidemment qu'il y a une couche sociale, et que ça, c'est pas totalement fin, c'est pas totalement hypocrite. On a cette impression-là, nous, de France, où non, mais nous, on est dans le vrai sentiment, et eux, ils sont tellement superficiels. C'est pas si superficiel que ça. C'est-à-dire que... Oui, c'est vrai que c'est dans l'identité américaine d'être nord-américaine, de vouloir tout voir dans le côté incroyable. Cette politesse omniprésente qui en fait est assez sincère, même si il y a un peu des parts d'exagération, etc. Mais oui, je vois. Et c'est sûr que ça, c'est tout l'inverse d'une identité plus française. Parce que même si c'est pas du tout la même situation, c'est la même chose quand elle va demander de l'argent, une avance à la pote qui lui confie un boulot de traduction. C'est pas la même situation, donc elle s'exprime pas pareil, mais c'est exactement la même politesse. Mais non, mais c'est rien, c'est une broutille, mais t'embête pas, mais non, mais tout va bien, on est super, quel plaisir de te voir. Mais... C'est la même forme d'excitation, exaltation, rapport à l'autre. Ouais. C'est un schéma qui s'applique aussi. Mais moi, je me pose la question, par contre, encore, tu vois, au bout du 4e visionnage, du rôle de Kayla, qui est un personnage extraordinaire, donc celui de la voisine qui rentre dans leur vie quand ils arrivent dans ce quartier. Et je me pose la question j'ai pas la réponse, tu vois, de l'utilité, en quelque sorte, de l'outil que ça représente pour raconter l'histoire, d'avoir placé Kayla et ce regard-là. C'est un après. A priori, même si on nous dit jamais exactement ce qui lui est arrivé à Kayla. Oui, visiblement, elle a perdu son fils. Et même très probablement, elle a perdu son fils dans un accident de voiture où elle était probablement au volant. Parce que la première fois, avant de voir Diane, c'est Kayla qui conduit une voiture et qui assiste à cette première scène qui est l'accident de voiture de Diane. Et juste assister à l'accident de voiture de Diane la tétanise.
Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, alors là j'extrapole. Oui, après chacun se je peux raconte pas le fixer. l'histoire aussi. Est-ce qu'ils ont eu un accident de voiture? Mais il y a peut-être un rapport de l'ordre de... Elle aussi, d'une certaine façon, dans son rapport au monde, elle a tué son enfant. Si elle était au volant, etc. Oui. Et je pense que c'est un après qui montre que cette personne-là, Kayla, qui revient à la vie avec, entre guillemets, un nouvel enfant. Mhm. Et c'est presque annonciateur de la culpabilité que devra porter Diane après le récit, une fois qu'elle a laissé la responsabilité de son fils. Ouais. Elle aura tué une partie d'elle, quoi. Elle sera bloquée, quelque part. Mais tuer une partie d'elle, pour moi, elle le fait... Enfin, c'est pour ça que je te parlais du défilement d'images, là, où on a l'impression que c'est la fin d'une vie. Pour moi, elle meurt à ce moment-là. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est... Tu disais l'utilité de Kayla dans ce récit. Oui. Je pense qu'elle est là pour te montrer un trajet inverse. C'est-à-dire que le fait qu'il revienne dans sa vie lui donne littéralement de la vitalité, alors que le retour de Steve au début du film dans la vie de Diane... C'est le retour en enfer. C'est le retour en enfer, Enfin, c'est pas si... En fait, ce que j'aime bien aussi d'ailleurs dans ce film, c'est que c'est pas si clair. Il y a quand même plein de moments où elle est profondément heureuse d'avoir son fils auprès d'elle. Et c'est d'ailleurs bien sûr. Aussi toute la problématique, c'est cette prison que représente l'amour et la haine au même endroit. Mais, et en même temps, on n'a pas de jugement sur le choix de Diane, parce que on nous montre à quel point il est invivable, je sais pas, mais il est insolvable, en tout cas. Il est pas gérable. Cette problématique, elle est insolvable. Il y a quand même 3-4 scènes où il est cringe 2000, ce gosse. Ça, où il y a un rapport que ce soit incestuel hyper dérangeant, puis... Bah oui, il a un trouble de l'attachement, donc il mélange les formes d'attachement... Puis une violence effectivement absolument ingérable et dangereuse, concrètement. Oui, et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que cette violence, elle est disséminée. C'est-à-dire que ce qui est bien montré, c'est qu'il y a effectivement des scènes de violence qui sont ouvertement violentes, c'est-à-dire des coups, des cris, des insultes. Et il y a une micro-violence au quotidien aussi, qui est identifiée par des petits gestes, des petites choses. Et ça nous montre... Ah, c'est marrant, parce que moi, ces petits gestes-là, ils me montrent plutôt que... Bon, on nous montre par bribes, jamais qu'elle aille jusqu'au bout. C'est-à-dire, il va pas jusqu'au bout de sa violence, il y a un fait qu'il l'arrête. Oui, parce qu'il a une partie de lui qui a conscience que c'est mal. Oui, puisqu'il y a autre chose. Mais toutes ces micro-violences, comme tu dis, moi, elles me montrent plus la peur dans laquelle Diane vit perpétuellement. C'est ça. De je l'aime et tout, j'en veux qu'il aille bien et tout ça, mais... Le fait qu'il soit là, j'ai peur. Fondamentalement, j'ai peur qu'il pète un câble, j'ai peur qu'il soit violent. Oui, c'est ça. Je ne suis jamais tranquille. Même quand je suis... D'ailleurs, dans les moments de liesse qu'on voit, où ils sont en train de faire du vélo, où ils dansent, etc. Et c'est là où les deux actrices, mais les deux, d'ailleurs, ont un peu le même type de jeu, je trouve. C'est-à-dire qu'on a des émotions et des sous-émotions qu'elles arrivent extrêmement bien à superposer. Je trouve ça incroyable. Où il y a ce truc où elle est en même temps dans le lâcher-prise et dans la joie absolue, dans la libération, dans ces petits moments où ils dansent, où ils font du vélo, il y a plein de petits moments. Et à chaque fois, il y a quand même dans son regard toujours cette petite lumière d'hypervigilance et de... la situation peut basculer d'une seconde à l'autre. En fonction de comment il réagit. Donc il n'y a jamais un lâcher-prise total. Jamais. Lui, oui. Lui, il crie liberté, lui, il s'offre ces moments-là. Et il a bien raison d'ailleurs. Il est un peu obligé, sinon il ne peut pas survivre, mais elle, jamais. Donc elle a presque une vie... elle est presque plus condamnée que lui, en fait, dans cette histoire aussi. Tu vois, il y a autre chose là que j'ai vu, moi, ce visionnage-là, que j'avais pas vu à l'époque. Alors, est-ce que c'est moi qui n'étais pas conscient? Est-ce que ça m'avait échappé, etc. Mais, alors, évidemment, c'est pas le même pays... le côté white trash, machin, existait déjà aux États-Unis, dans l'Amérique du Nord, notamment parce qu'ils sont moins aidés que nous en France et tout ça. Mais c'est des gilets jaunes, ce monde-là. Je fais une comparaison un peu exagérée. En tout cas, c'est la France d'en bas, quoi. Mais c'est vraiment cette sociologie-là. Celle qui est appelée la France Ceux d'en bas. qui ont essayé de jouer le jeu et qui se sont fait avoir. Ceux qui ont cru et qui se sont fait avoir par... Alors,
mon sale gauchisme interne va dire le capitalisme, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais en tout cas, le système tel qu'il est. Tu sais, c'est vraiment le monde périphérique, quoi. Parce que j'ai pas envie de dire la France, parce que c'est un film québécois. Ouais, tu non, vois, mais c'est vraiment c'est exactement ça. le diner au bord de l'autoroute avec Et le karaoké. c'est marrant parce qu'il l'illustre par la toute première scène du film où en fait elle porte un jean à paillettes avec des fleurs. Des fleurs incrustées à paillettes dans un jean moulant, hyper ringard. Et ce que je trouve top dans ce film, c'est qu'il nous annonce en gros la catégorie socio-économique dans laquelle peut se trouver un des personnages principaux. Mais tout de suite, il sublime ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de montrer le jean avec un plan simple sur effectivement un motif extrêmement ringard sur un jean, voilà. Il est en train il fait avec sa caméra, il remonte comme ça, il y a une jolie musique et en fait on trouve ça limite joli. Alors que dans un autre moment, et donc tout de suite il annonce la couleur du regard qu'il va poser sur cette catégorie-là. Oui, et là où il est très fort, alors c'est peut-être lié aussi à son orientation sexuelle à Dolan, mais là où il est très fort, c'est qu'il utilise des mouvements pour montrer le corps de Diane plusieurs fois, des mouvements où il remonte des talons aux jambes et tout ça, qui sont à la fois la traduction du qui regard sont très classiques de male gaze, d'érotisation, on morcelle le corps des femmes et tout ça. Et il le fait avec un esthétisme assez présent et pas du tout d'érotisation. Ouais. Et je trouve ça assez fort. Oui, parce que c'est tellement compliqué de pas basculer dans ce truc-là c'est-à-dire que même quand on en a conscience, on est tellement... C'est tellement un regard qui est... Enfin, une violence, un regard envers les femmes qui est systémique, en quelque sorte, tu vois, qu'en fait, même quand on en a conscience, on perpétue ces trucs-là. Et d'autant que c'est sensiblement les mêmes techniques qui érotisent. Et lui, il les utilise sans le faire. Et je trouve ça... Il est super fort. Et tu vois, je me demande, est-ce que c'est une question de narration autour et que du coup, vu qu'il traite un vrai personnage et que c'est pas le sujet et que c'est pas une femme objet, et on le vit pas comme ça. Est-ce que c'est une question de décor ? Est-ce que c'est cette valeur de cadre qui fait que... Moi, je pense que c'est tout en verticalité, on n'est plus dans le morcelé complètement, etc. Moi, je pense que c'est un mélange et que surtout, si on le ressent aussi fortement, et même on n'en doute pas une seconde, il y a des réalisateurs qui vont sexualiser le corps des femmes à des fins de raconter une histoire, etc. et se défendre de penser comme ça, et on a du mal à les croire. Ouais. Je pense que c'est tout ce que tu viens d'énoncer comme raisons qui font que ça fonctionne, mais surtout, ce que j'ajouterais à ça, c'est la sincérité. Je pense qu'en fait, quand peu importe l'objet artistique que tu crées, quand tu le crées vraiment avec qui tu es toi dans ta chair et dans ton regard sur le monde, et en fait, ça apparaît tel que c'est. Et à mon avis, c'est aussi la recette de pourquoi c'est aussi bien, autant réussi cette manière de dénoncer un regard sur le corps de la femme, tout en réussissant à ne pas la sexualiser, mais en montrant comment on aurait pu... Enfin bref. Je pense que là, c'est tout ce que tu as mis, tout ce que tu as dit, tout ce que tu viens de lister, mais que tu le mets dans une boîte qui serait la sincérité de la démarche artistique, tu vois. Et après, je pense qu'il y a un autre truc, tu vois, sur la sexualisation et l'érotisation, etc. Il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que elle n'apparaît dans le film que à travers des gens qui le racontent de deuxième main. Oui, c'est vrai. Ou l'ado. C'est-à-dire que typiquement, quand elle va essayer d'avoir un prêt ou un boulot, là, je sais plus, au début, c'est la femme qui lui dit « Ah bah non, aujourd'hui, c'est pas mon mari, et tes seins, ça marchera pas avec moi, je reprends l'affaire, je te donnerai pas de travail. » Mais du coup, on ne montre pas un homme qui la regarde, on montre quelqu'un qui dit qu'un homme l'a regardé, l'a érotisé. Quand on parle du désir de son voisin, avocat, machin, c'est jamais lui qui l'exprime. Même s'il lui dit « t'es belle, machin », mais c'est toujours à travers les yeux de son fils qui lui dit « elle veut te fourrer ». Qui fait exister, alors évidemment qu'elle existe probablement, cette érotisation, dans les yeux de ce voisin, machin et tout ça. Mais elle existe toujours en décalage. Il y a un intermédiaire, en tout cas, à chaque fois. Quand, à quasiment la première scène de Kyla, où elle est avec Steve dit... la phrase exacte, ça doit être putain, ce cul-là, il doit sentir la rose ou un truc comme ça. Il est extrême. Il a des punchlines. Oui, il a des punchs incroyables. Mais quand il dit cette phrase-là, à ce moment-là, on ne nous filme pas Steve, on nous montre le regard Diane de la... qui
qui réagit même Oui, c'est ça. à cette phrase. Ouais, il y a toujours un intermédiaire. C'est ça, elle est toujours un peu décalée. Et ben tu vois, c'est peut-être ça la réponse de la présence de Kayla. C'est peut-être aussi ça, c'est Kayla, elle sert à créer un équilibre parce que quand tu mets que 2 personnages, t'as aussi le bien, le mal, Ouais. tu vois. Donc là, elle arrive, ça fait 3 personnes, il y a plus un équilibre triangulaire. Et en fait, c'est peut-être une manière de toujours réussir, peu importe s'il y a une interaction entre Kayla et Diane ou entre, comment il s'appelle le fils Steve, merci. Et Kayla ou etc. Enfin bref, t'as compris. Il y a toujours un intermédiaire du coup. Et il y a aussi un truc, C'est peut-être ça l'utilité de Kayla. c'est globalement un monde sans hommes. C'est-à-dire que les hommes qui parlent dans le récit, il y a l'avocat, Ouais. mais qui parle pas tant, enfin, qui a une scène et tout ça, mais pas tant que ça. Le mari, L'avocat qui veut serrer Oui. la... Oui, d'accord. le mari de Kayla, Qui a il la est place là, mais il parle d'oppresseur aussi. jamais. Et il lui dit jamais, sois là pour ta fille, je l'éduque toute seule. Il lui dit, ça va être froid le repas. Ou il lui dit, tu fais un repas ce soir ou je commande à manger. Et il lui dit, tu vois, leur relation n'existe Ou pas. même il interrompt, c'est-à-dire qu'il va lui demander où sont rangées les bougies, pile au moment où il sent elle vit un moment en tant qu'individu, indépendamment de sa famille, en train de discuter avec le voisin d'en face. Mais en tout cas, oui, effectivement, l'homme dans ce film, il est représenté comme, à chaque fois comme un Et tu oppresseur. vois, est-ce que ces deux femmes-là, elles sont coincées dans un monde où elles n'arrivent plus à exister avec les hommes? Ou est-ce que la présence de Steve, qui doit avoir une crainte aussi des hommes, etc., et de la violence dont ils sont capables, et on le voit très bien avec la scène dans le bar où Ouais. il se fait, même s'il se fait pas taper dessus, il se fait violenter concrètement Oui, il se par fait des humilier en moqueries. public. Est-ce que la présence de Steve fait que tu ne veux pas lui mettre d'homme dans sa vie, tu vois? Et tu vois bien que quand on essaye avec l'avocat... Oui, après... Mais je parle pas que de elle avoir un homme, un mec. Je parle dans tout le film, la Ouais. présence des hommes à l'écran et en parlant, et elle n'existe pas. C'est pas juste, quand je dis un homme dans sa vie, c'est pas juste un beau-père, si tu veux. C'est pas de ça que je parle. Oui, non, mais Mais j'ai bien compris. Une présence l'existence masculine. du corps masculin est Ouais. dangereuse. Ouais. Après, je sais pas si c'est si radical que ça, parce que tu vois, par exemple, le père mort est quand même un personnage à part entière, parce il revient souvent dans le... Ouais. Tu vois, quand il regarde le cadre et qu'il voit son reflet dans le cadre de son père qui est mort, etc. Et visiblement, lui, c'était une personne saine qui participait à l'équilibre de la famille. Ah bah c'est pas si sûr que ça. Ah moi je suis pas si sûr de ça. Il y a quand même un truc, c'est que le seul moment de vie Ouais. qu'on nous raconte d'eux, c'est qu'ils s'engueulent. Alors c'est normal hein, pour un couple et Bah pour oui, des surtout parents de quand t'as un s'engueuler. enfant avec des conditions psychologiques pareilles. Oui non mais j'entends, mais... Puis ils s'engueulent, mais on connaît pas le responsable de Non, ces non, engueulades. La mère, elle a quand même un sacré caractère aussi. je dis pas qu'il était... que je sais qu'il est toxique, machin, mais en même temps, son souvenir existe par soit son absence, Oui. soit la confrontation. Il y a pas de moment raconté de « avec mon père on faisait ça ». Bah si. Par exemple, au tout début, quand il lui dit qu'est-ce qu'il aurait dit, papa ? Oui, c'est vrai, t'as raison. Tu vois ? Et donc on comprend que c'était un père qui T'as raison. remontait les trous, qui était drôle, et surtout qui était dans la team de sa famille, qui était là, on va de l'avant, on se lâche pas, tu vois ? Et c'est au tout début que c'est présenté comme ça. Oui, t'as raison. Et donc là, tout de suite, enfin pour moi, après, peut-être que, tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que la lecture, on va retenir des choses très différentes selon ce qu'on voit, ce qu'on entend, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire plusieurs visionnages quand on aime un film, mais ce père-là, il est dépeint comme quelqu'un qui peut être qui est un homme qui peut avoir une place saine dans la vie de... Ouais. Et qui peut participer à l'équilibre d'une situation. Et pas ni parce que c'est un homme, ni parce que c'est une femme, Oui. parce que c'est un individu qui est du bon côté des choses, tu vois. Après, j'avoue qu'il y a un truc qui m'a posé question auquel j'avais pas pensé avant. Mais en même temps, je pense que c'est pas le sujet. Le sujet directement, c'est pas la maladie mentale, c'est encore une fois le sujet de qu'est-ce que tu fais de ça. Le seul truc qui me pose un peu souci, c'est cette histoire de catégorie justement sociale. Parce que quand on pense à la maladie mentale, quand on ne l'a pas forcément, quand on n'a pas eu l'occasion de l'aborder au quotidien, on pense un peu rapidement, tout de suite, justement à cette catégorie-là. Alors qu'en fait, elle existe absolument partout.
Mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle va pas du tout choisir une catégorie socio-professionnelle. Il y a des fous. Enfin, des fous, c'est horrible du coup de dire des fous, tu vois. C'est pas le terme approprié, mais je veux dire, des troubles, la santé mentale en règle générale, ça touche absolument Oui. toutes les catégories de la population et ça détruit. Et c'est ingérable, surtout. C'est pas plus gérable dans des familles où il y a de l'argent. Alors, pour le coup, Et ça envoie un peu ce message-là. ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas du tout l'impression que ça envoie ce message-là. Là où moi, je considère que c'est quand même plus intéressant de le montrer de ce côté-là, avec cet axe-là en plus, Ouais. c'est que c'est une nouvelle couche d'abandon. Le fait d'être un peu sur le banc de la société, un peu sur le banc du travail, un peu sur le banc même du marché amoureux. Tu vois, à un moment, elle parle avec Kayla, elle dit, mais non, au final, je suis toute seule tous les soirs sur mon canapé à me faire chier, quoi. D'être toujours un peu décalé, c'est une couche d'abandon en plus. Et vu que le sujet du film, même si c'est pas tout à fait le même abandon, tourne autour du moment où on va abandonner, en même tu vois, temps, j'ai pas l'impression qu'on nous dit que ça n'arrive qu'aux pauvres. Non, j'ai pas l'impression non plus que ça dit ça. Et en plus, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est l'escalade de la situation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'elle est poussée à abandonner son fils, etc. C'est des questions financières, quand elle doit compenser financièrement le fait qu'il ait mis un incendie, enfin qu'il ait été à l'origine d'un incendie. Si elle avait eu de l'argent, effectivement, elle n'aurait pas eu à faire tout ça. Donc ça nourrit aussi l'histoire. J'ai juste une crainte. Ça veut pas dire que j'aurais voulu choisir une autre catégorie sociale. J'ai juste une crainte, c'est que ce soit interprété comme ces situations-là. Et là, je parle même pas que de la maladie mentale, je parle de situations de crise interne dans une famille. Ces moments-là où elle se cache dans un placard, enfin les moments où tout explose en interne, qui en fait concernent beaucoup plus de gens qu'on l'imagine et vraiment toutes les catégories sociales. J'ai peur juste que les gens qui ne connaissaient pas ça et s'y intéressent via ce film se fassent la conclusion qu'ils sont épargnés par ça. J'entends. Parce que de toute façon, eux, ils ont les moyens de se soigner, ils ont une éducation qui fait que jamais ils seront fous. Tu vois, elle a quand même un manque de culture, elle s'exprime pas très bien, elle se trompe dans ses mots, elle écrit mal. Et du coup, j'ai peur que la conclusion soit faite. Je dis pas que c'est le propos de Xavier Dolan, mais... C'est vrai qu'il manque, et spécifiquement dans le cinéma français, d'existence qu'un cinéma qui montre beaucoup de socio-culturel plutôt bourgeois. Oui. Ou alors, quand il montre d'autres catégories voilà. socio-professionnelles, c'est toujours un drame, c'est toujours... Mais je veux dire, c'est vrai qu'il manque un peu, dans le cinéma français, l'existence, encore que récemment, depuis quelques années, ça existe de plus en plus, mais l'existence de la violence intrafamiliale... C'est arrivé un peu, par exemple, avec Police, où là, pour le coup... D'ailleurs, elle le fait très bien. Elle montre vraiment des familles de cas sociaux et des familles de bourgeois. Et il existe exactement la même nature de violence dans ces familles-là. Et c'est sorti plus ou moins à la même période, d'ailleurs. C'est sorti 2 ans avant, je crois, à Police. Il y a un truc assez similaire, d'ailleurs, dans la manière de traiter la violence, tout simplement. Parce que, en tout cas, dans les deux cas, c'est toujours... des films sur des gens qui sont amenés à faire face à ça et sur, entre guillemets, le rempart face à ça, et même si c'est pas tout à fait les mêmes sujets en l'occurrence, le trouble psychiatrique ou psychologique d'un individu et les violences envers les enfants, c'est pas tout à fait le même sujet, mais il y a toujours une question, dans les deux films, il y a une question de... On accède au sujet par rapport aux gens qui en sont le dernier rempart, et qui n'arrivent pas, et qui débordent. C'est un rempart qui n'est pas tout à fait suffisant, mais qui se battent pour essayer de l'être. Oui, et ça pose aussi, je pense, là où je trouve qu'il traite les choses de la même manière, c'est que, en fait, dans un film comme dans l'autre, on prend pas parti. À la fin, on n'est pas en train de se dire, ok, lui fait partie des bons, ou des... tu vois ce que je veux dire ? Du côté du bien ou du côté du mal. Donc, en fait, c'est 2 films qui montrent à quel point les choses sont des dilemmes. Oui. Tu vois ? C'est-à-dire que les flics dans Police, ils font des erreurs. On va pas parler de Police 15 ans non plus, mais ils font des erreurs et en même temps, on comprend. Ils font des trucs, parfois, t'es là, c'est lunaire, leur manière de réagir. Et en même temps, on comprend comment ils en arrivent là. Et c'est un peu pareil pour moi dans Momine, c'est-à-dire que elle fait quand même un truc qui est tragique. Elle tue en quelque sorte son enfant, tu vois, et consciemment.
Et pourtant, on lui en veut pas et on la comprend. Mais au-delà de lui en vouloir, on n'est pas capable, nous, de se situer sur est-ce que c'est une erreur ou pas. Est-ce qu'on aurait fait pareil? Est-ce qu'on aurait dû faire pareil ou pas? La question... alors, je trouve que Xavier Dolan contourne le fait de poser la question, justement. Il fait en sorte qu'on ne se la pose pas. Comme tout film qui traite de sujets de vie comme cela, on peut pas dire on va pas se poser la question, ou on se pose la question, ou on s'identifie, ou on s'identifie pas, parce que ça dépend tellement de qui tu es, de ton référentiel. Oui, non, mais moi je parle pas de s'identifier ou pas. Je pense qu'il y a 1000 lectures à faire dessus. Oui, bien évidemment. Je n'essaie pas de m'approprier les réactions des autres. Ce que je veux dire, c'est que on ne crée pas l'endroit dans le récit, dans le scénario, dans la réalisation, la question, pour te laisser le temps ou pour que tu... Ouais. Enfin, c'est pas une question de temps, mais pour que tu te poses cette question. L'espace, encore une fois. Ouais. C'est plutôt l'espace, plus que le temps. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Ça nous donne pas l'opportunité de poser un jugement, en fait. Ouais. Ce que je trouve assez... Enfin, si, remarque positive peut-être, mais... Et encore, elle fait des choses... Même Kayla, elle fait des choses... Tu vois, elle-même, elle a une grosse part de violence en elle, alors qu'elle représentait la douceur au début du film. Elle se jette quand même sur lui, à juste titre, certes, mais on découvre que chaque individu a ce truc en lui. Et que c'est pas juste propre à quelqu'un qui est identifié comme malade, en fait. Oui, j'entends. Mais ce moment-là aussi, moi, je trouve qu'il montre un truc qui est dramatique, enfin, qui est pas un truc qui me fait plaisir sur la vie. Mais en tout cas, dans l'univers du film, la violence ne peut être empêchée que par une violence plus forte. C'est-à-dire, lui qui est violent est empêché par Kayla. Ceux qui l'humilient ne sont empêchés que quand il est à deux doigts de les tuer. Enfin, tu vois, il y a un truc de alors, je dirais pas empêcher, je dirais arrêter en plein vol. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que la violence est là, effectivement, seule une violence supérieure peut arrêter. Par contre, justement, empêcher le déclenchement de la violence, ça se fait par. Oui. Justement, ça se fait pas. C'est-à-dire que c'est la violence qui appelle la violence. Donc quand il n'y en a pas et quand l'environnement est équilibré, c'est moins propice à un déclenchement de violence, à un déchaînement de violence. Donc j'utiliserai pas le mot empêcher, je pense que je dirais le mot plutôt arrêter ou stopper, tu vois. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'elle est lancée, voilà, une fois qu'elle est lancée, ce qui l'arrête, c'est quelque chose d'au moins aussi violent. Complètement. Et c'est un peu pas chouette comme constat sur... C'est probablement assez réaliste, mais c'est pas hyper joli comme constat sur mais notre monde. Après, si tu... Enfin, dans le film, en tout cas, à chaque fois que lui fait preuve de violence, il y a même si dans la forme, il est dans l'erreur complètement, il est violent de manière inouïe, il n'a pas à l'être, à chaque fois, il y a quand même une part de légitimité. À chaque fois, il y a une vraie injustice à l'origine de ça. Et donc, il y a déjà une préforme de violence avant. C'est toujours une réponse, sa violence à lui. C'est jamais sorti de nulle part. Ah, il y a une injustice qu'il vit lui, mais tu vois, le grand moment de violence entre Diane et lui au début du film, il n'est pas hyper légitime. Non, mais elle insulte son fils quand même à ce moment-là. Tu vois, même si c'est pas l'attitude à... Même si je comprends... J'entends, mais fils qui l'insulte lui-même. Elle sait que son fils est malade, elle sait qu'il n'a pas la notion de ce qui se fait et de ce qui se fait pas, il revient avec des cadeaux, et la première réaction qu'elle a, elle est quand même très violente. C'est-à-dire que la première réaction qu'elle a, c'est de lui dire « Mais t'es vraiment con, t'as été fini à la pisse ou quoi, mon pauvre ?» Et elle l'humilie. Alors que lui, il est venu avec une intention positive. Donc il y a quand même une très grosse forme d'injustice. C'est elle l'adulte dans l'histoire, lui, il est adolescent. Oui. Il n'est pas censé savoir ça. Je dis pas qu'elle a tort au sens où ça va être difficile, mais c'est toujours une réponse à une vraie forme d'injustice, et ça sort jamais de nulle part. Il est jamais violent gratuitement. Si ce n'est, je retire ce que j'ai dit, quand il agresse sexuellement Kayla, quand il lui touche les seins, lui, il pense que c'est quelque chose qui se fait et qui n'est pas grave, alors qu'en fait, c'est quelque chose de très grave. Je suis pas sûr que le traitement, il pense que c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est naturel chez lui, tu vois. C'est juste, il a envie de se foutre de sa gueule, il fait poète. Moi, je pense que c'est plus ambigu que ça. Moi, il m'a beaucoup plus cringé sur ces moments-là. Oui, j'ai senti. Ah, moi, ça m'a... ça t'a fait réagir, mais physiquement, j'ai un rapport je sais. compliqué aux violences sexuelles, même juste de les voir et tout. Ça, et c'est tout naturel, en vrai. Et en même temps, ça me rassure un peu sur moi-même. C'est horrible de le dire comme ça, mais il sait que c'est un interdit. Il sait qu'il devrait pas, et en même temps, je pense que il n'arrive pas à comprendre pourquoi il devrait pas, et du coup, vu que je n'arrive pas à comprendre, mais il sait que... Après, c'est le propre de son trouble aussi, un TDAH adolescent, et qui plus est masculin.
a Juste parce que tendance ça fait- à dépasser le... Ça fait plusieurs fois qu'on utilise le terme. Est-ce que tu peux définir 2 secondes TDAH pour ceux qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas de quoi on parle? Le TDAH, c'est le trouble dont est atteint, oui, le personnage principal. Un des troubles. Et ça veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, en l'occurrence là, avec hyperactivité. Et c'est un spectre sur lequel vont se situer des gens. Alors, le mot déficitaire, il est encore une fois, là, le nom, tu vois, il est pas super. Parce qu'en fait, c'est pas un déficit de l'attention, c'est une dérégulation. Donc, quelqu'un qui est atteint de ce trouble, il peut avoir un excès d'attention sur quelque chose, comme il peut avoir un manque. Il peut avoir des lacunes en attention. Et quelqu'un qui a ce trouble, il peut être vraiment sur un court instant souvent, mais il peut développer des capacités d'attention dont personne qui n'a pas ce trouble serait capable. Ça se traduit beaucoup plus souvent par un déficit. Maintenant, il y a des formes de TDAH aussi plurielles que de gens qui en sont atteints. Le Canada est très 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 en avance sur la question. C'est les premiers au monde à avoir établi que ça existait aussi chez l'adulte, parce qu'avant c'était considéré comme n'existant que chez l'enfant et s'effaçant à l'adolescence ou se transformant en bipolarité ou en schizophrénie à l'âge adulte, ce qui est totalement faux. Donc ça m'étonne pas que ce soit un sujet d'ailleurs qui soit traité dans un film je crois que c'est en 2012. 12, je crois, ou... 13. Non, 2015, je crois. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, la France, et d'ailleurs encore aujourd'hui, est très en retard sur la question. Prendre juste l'exemple du TDAH, en moyenne, 70 à 80% des psychiatres estiment que le TDAH n'existe pas à l'âge adulte. Quand tu penses au nombre de personnes atteintes de ce trouble en France à l'heure actuelle, c'est énorme. Je sais plus du tout où je voulais en venir à ce sujet-là. Oui, le Canada, eux, c'est un sujet qui... Enfin, ils le disent sans l'expliquer dans le film ce que c'est, parce que c'est un sujet qui est beaucoup plus démocratisé là-bas. En France, c'est vrai que c'est pas encore une question qui est... Enfin, la plupart des gens qui n'ont pas quelqu'un dans leur entourage atteint de ça ne connaissent pas le terme, effectivement. Après, il y a d'autres troubles, hein. Oui, puis même, je sais pas à quel point c'est connu, le terme est connu au Canada. Je pense que le fait qu'on nous en explique pas tant que ça, c'est que c'est pas le sujet du film, au-delà de... Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'il faut bien retenir dans la définition de ce trouble, c'est que quelqu'un qui est atteint de ce trouble n'est pas forcément condamné à être en camisole et destitué de ses parents. Il y a des gens qui vivent au quotidien extrêmement bien avec ça et ça se voit pas du tout. C'est pas... Là, c'est une forme extrême parce que ils le disent dans le film, il a une version opposant. En gros, il veut transgresser tout ce qui est transgressible. Transgressible? Ouais, tout ce qu'on peut, oui, je sais pas. Tout ce qu'on peut transgresser, il a envie de le faire par pulsion. Il n'arrive pas à obéir à cette pulsion. Il y a autre chose aussi que j'ai trouvé assez intéressant dans ce film-là. Il y a assez régulièrement, par moments, des rythmiques de comédie. Dans le temps de faire durer une scène, de faire durer juste un peu après pour laisser le rire arriver, etc. Et y compris dans des scènes dramatiques. Mais c'est tout le propre de la tragédie, c'est de la traiter avec le comique, justement. Ouais. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus tragique. C'est quand dans une scène qui paraît drôle, intervient quelque chose d'affreux. Enfin, c'est ce contraste-là je vois ce que tu veux dire, qui déclenche pour moi la tragédie. Mais après... Mais c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que moi, justement, il y a des moments vraiment rigolos dans le film. Il y en a pas mal, des moments où... Mais bien sûr. Pas juste, c'est joyeux, ça nous fait marrer. Mais c'est ça qui nous rend aussi triste à la fin. C'est justement que tous ces moments où on a ri avec les personnages ont participé à notre attachement pour ces personnages et donc nous rendent dévastés à la fin. Alors que s'il y avait eu que du pathos ou du tragique, clairement, on se serait dit que c'était triste tout le long, mais on se serait pas attaché de cette manière-là. Oui, mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a des moments rigolos qui sont vraiment traités avec cette rythmique de la comédie presque de malaise, c'est-à-dire de laisser 2, 3, 4 secondes de plus le plan déchiré. Typiquement, l'exemple le plus là que j'ai en tête en termes de plan, c'est quand son sac se casse. Son sac se casse et elle reste dans la même position et le plan dure 4, 5, 6, 7 secondes et puis à un moment c'est marrant quoi. Ouais. Et il y a le temps que ces moments-là sont marrants. Oui, il n'y a pas de souci, mais cette rythmique-là de comédie, elle est dans des moments beaucoup plus dramatiques du film où a priori il n'y a pas de vanne et ils nous font pas marrer, mais il y a cette rythmique-là de
qui du coup crée l'impuissance. Ouais. Et je pense qu'une partie de notre réponse de rire, quand c'est cette rythmique-là utilisée de façon comédie, c'est notre impuissance. Oui, aussi. Et du coup, de l'utiliser aussi dans les moments dramatiques, je pense que ça nous renvoie aussi à l'impuissance qu'on a sur ce sujet-là, et l'impuissance de Diane et tout ça, je sais pas quoi faire en face de ça, quoi. Oui, c'est vrai que, par exemple, il y a ce grand silence quand elle lui dit qu'elle part à Toronto et elle bouge pas. Et vraiment, il illustre beaucoup ce moment où elle... de bascule, genre, qu'est-ce qu'elle va choisir comme réaction? Et on a le temps de se poser la question. On nous impose pas sa réaction. On a le temps de s'identifier, on a le temps de se dire comment je ferais moi, est-ce que je garderais la face ou pas. Et il y a vraiment un grand silence, elle est de dos, on voit pas son visage, elle se retourne. On a le temps de faire monter tout ça, de se projeter en fait, de s'identifier. Et donc, je pense à peu près toutes les scènes d'ailleurs. Ouais, et je te dis, il y a quelque chose de l'ordre de mettre en scène, y compris dans le montage, l'impuissance, quoi. Ouais, Le moment où... qu'est-ce qu'on fait de ça? ouais le suspens. Ouais. Pas le suspense, le Oui, suspens. oui, j'entends. Bah si, un tout petit peu sur un truc. Il y a un endroit où ce film-là contient du suspense, c'est dans la dimension de la tragédie de la fin est annoncée. C'est-à-dire que le principe du suspense, alors là je vais citer Hitchcock, monsieur. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Je vais citer Hitchcock, mais Hitchcock, il a une phrase pour expliquer le suspense, et lui, il dit la différence entre le suspense et la surprise. La surprise, ton personnage, il rentre dans un train, il s'assoit, il ouvre son journal, le train explose. Ouais. Le suspense, le personnage, il rentre dans un train, on te montre la bombe sous un siège. Ton personnage, il s'installe, il range sa veste. Ah oui, donc pour le coup, c'est complètement un film à suspense alors. Parce qu'on alors, nous annonce, on nous montre la bombe. Il n'y a cette jamais fameuse phrase de scène qui met en scène ça, mais cette dimension, on sent venir elle existe dans la tragédie. C'est le suspense, c'est on t'annonce quelque chose et on te laisse en suspens. Est-ce que ça va arriver ou pas? Est-ce qu'on va... C'est plus quand est-ce que ça va arriver que est-ce que ça va arriver. Pas que, parce que souvent, surtout dans les films d'action et tout, le suspense, ça va être est-ce que cette bombe qui est sur le point enfin là je prends l'exemple de la bombe, mais qui est sur le point d'exploser, 9, 8, 7, est-ce que je vais couper à temps, etc. C'est ça, c'est ça le suspense. Oui, le suspense, c'est la conséquence existe déjà dans nos esprits. Va-t-on y échapper ou pas? Ouais. Parce que typiquement, c'est le trajet en fait. Pour reprendre l'exemple de la bombe sous le siège dans un train, ouais. Parfois dans un film, je suis même sûr d'avoir déjà vu cette scène, là je sais pas où la replacer, dans quel film et tout ça, mais on te montre la bombe sous un siège de train, on te montre le mec qui s'installe et machin, et le train explose, et en fait c'était le wagon d'à côté le personnage que tu suivais. Oui, il y a un rebondissement. Donc, le suspense, c'est pas nécessairement ça finira par arriver quoi qu'il arrive, mais on te fait préexister la conséquence à ce qu'en sait le personnage. Ouais. Et de cette façon-là, c'est un des grands principes de la tragédie classique, c'est on t'annonce ce qui devrait être la fin, et toi, surtout dans Mommy, t'es perdu entre est-ce que ça va arriver ou est-ce qu'on va pouvoir l'éviter. Ouais. Oui, c'est vrai. Donc finalement, c'est un film. Donc un tout petit peu. Ah bah même complètement du coup. Après, c'est vrai que j'ai peut-être. Mais il n'y a pas d'effet de scène de suspense en dans le fait, film. je l'ai revu aussi plusieurs fois et je connais la finalité du film. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que j'aime. C'est-à-dire que là, d'habitude, les premières fois où je l'ai vu, la première fois surtout, j'ai pleuré seulement au moment où on voit les mecs arriver avec leur taser pour venir le chercher. Alors que là, le fait que je sache, en fait, je pleure à un tout autre moment. Je pleure au moment où la vie défile, où en fait on comprend seulement après, mais du coup on le sait avant quand on connaît le film, que tout ce qu'elle voit là, c'est juste son esprit. Et limite, le moment où ils arrivent, en fait, tu souffles un peu, tu sais, c'est là, bon, ben voilà. Le moment le plus dur, je crois que c'est le moment avant, quand tu les vois heureux et que tu sais que c'est pas... Tu connais déjà la fin, quoi. C'est ça qui est intéressant. Moi, le moment que j'ai trouvé le plus dur là, le moment où elle marche vers l'hôpital pour aller signer le papier, et elle se retourne, et là, dans ses yeux, il y a un truc, tout existe à ce moment-là. Moi, c'est le moment je trouve le plus violent. C'est le dernier espace où elle se dit, est-ce que je devrais pas le faire? Est-ce que c'est une connerie? Et là, moi, je le trouve... Ça, c'est le moment suffocant pour moi. C'est l'inspiration avant de sauter, quoi. Ouais. C'est un film qui est quand même extrêmement bien fait, et je pense... Pour le coup, Xavier Dolan a hyper bien écrit cette histoire, il l'a hyper bien filmé, tout ce que tu veux, mais je pense que si ça avait été d'autres acteurs,
ça aurait pas été le même. Je pense que vraiment Oui, le jeu sert puis, énormément. il a le écrit propos. pour les deux. Hein. C'est pour le Oui. coup, ça c'est sûr. Le casting, le choix en tout cas du réel, le casting est incroyable. Ouais. Le Et propos même est le petit, servi, tu vois, moi mais avec une finesse. j'avais un souvenir du jeu du petit, un peu plus, mais pas forcément du jeu. En fait, je crois que c'est ce qu'on racontait du petit dans le et moi je trouve que l'acteur il est incroyable, il est très très fort. Ouais, Qu'il arrive justement à faire vivre tout le temps le fait il est sur la brèche entre vivre totalement dans le moment présent, ce qu'il essaye, ce qu'il tend à Il faire, n'a pas le choix en fait. et l'angoisse et la violence et la souffrance qui est Mais tout le celui temps qui a là le aussi. plus quoi. d'espoir, ce qui est fou d'ailleurs, c'est que celui qui a le plus d'espoir, c'est lui, à chaque fois. Allez, ça va aller, on avance, on lâche pas. C'est lui, c'est ça qui est incroyable, quand même. Quand il va chercher des courses pour sa mère, il a toujours une solution, il a toujours un truc. Même quand il voit sa mère se faire draguer par un gros connard lubrique sous ses yeux dans un bar de karaoké miteux, il essaye d'abord d'échapper à ce truc. Ouais, il part, il met Vivo per lei. C'est quand même... c'est de l'espoir, ça. Il va voir une jolie fille, il lui propose de chanter Vivo per lei, tu vois. Ouais, mais moi je crois qu'il veut retrouver du regard de sa maman. Oui. Je crois que sa tentative d'échappatoire, c'est pas d'aller vivre autre chose, c'est de Non, c'est faire jamais aller vivre autre à chose, sa puisqu'il a mère son trouble de l'attachement, il tourner. peut pas lâcher sa mère. Mais par contre, à un moment où c'est inespéré de capter l'attention de sa mère parce qu'elle est complètement bourrée et en train de se faire draguer ouvertement par l'homme qui possède l'unique solution pour eux de s'en sortir, c'est-à-dire de les défendre aux yeux de la justice, etc. Évidemment qu'il peut pas capter l'attention de sa mère à ce moment-là, et ben il lâche pas espoir. Il cherche une dernière possibilité et il y va avec Vivo per lei. C'est quand même... Et d'ailleurs, en parlant de musique, ce que je trouve fou aussi dans ce film, c'est le choix musical à chaque fois par rapport à la scène. Il y a des scènes qui sont très tristes et c'est une musique triste, mais très souvent, notamment la scène de fin, que j'ai peut-être pas racontée du coup. Bon, on spoil comme des fous, il n'y a pas de souci. Ah ouais ? J'y vais ou j'y vais Ouais, pas ? vas-y. La scène de fin, il est en train de courir vers une fenêtre pour se jeter du je sais pas combienième étage. Et il a un smile, il a une énergie forte, il est là, oh, allez, j'y vais, je les emmerde tous, quoi. Alors qu'on pourrait imaginer, nous, dans cet état-là, on pense à un visage transi de douleur, un geste désespéré, etc. Pas du tout, c'est un geste d'espoir, c'est pas un geste désespéré. C'est ça qui est incroyable. Et le choix musical, il illustre ça. Il y a plein d'autres moments où la musique, elle est en décalage complet avec ce qu'on peut imaginer de l'émotion qui est représentée dans la scène. Et encore une fois, à ce moment-là, il arrive à illustrer le contraste. Oui, et puis ce côté de... dans le moment dramatique, l'espoir existe aussi. Et puis il y a cette très jolie phrase de Diane, c'est un monde plein d'espoir avec des gens désespérés, ça sert à rien. Du coup, je préfère un monde désespéré avec des gens plein d'espoir. Ouais. Et il y a une image, il y a une scène qui illustre extrêmement bien ça. C'est quand elles ont un fou rire. Diane et Kayla, elles sont en train d'apprendre à se connaître. Elles enchaînent les dîners, apéros, elles se racontent leur vie. Et elles ont un énorme fou rire sur des conneries. Et la caméra sort de la scène, de la pièce, passe par la fenêtre. Et on voit de loin juste une petite fenêtre pleine de lumière et de rire, etc. Mais on le voit de l'extérieur, et cette petite fenêtre, elle se dézoome, et on voit un monde tout gris, avec un orage. Et c'est l'illustration de où est-ce que la joie peut triompher au milieu du chaos, tu vois. Yes. Et ça dure pas très longtemps, hein, ça dure 3 secondes, mais c'est vraiment... même au milieu de ce chaos-là, la joie peut triompher. Et c'est vrai, c'est des rires extraordinaires qu'elles ont. D'ailleurs, les actrices sont encore une fois incroyables. Je sais pas comment elles ont pu être aussi spontanées dans ce fou rire-là qui est moche, quoi. Le vrai fou rire, celui où vraiment t'es pas beau à ce moment-là, quoi. T'es juste... tu te tapes la cuisse, tu fais... D'ailleurs, elle fait des bruits de cochon, tu sais, genre... où tu pleures, où tu ressembles à rien, et où c'est profondément spontané, tu vois. Et au milieu d'une tempête, en fait. La promesse d'orage, c'est-à-dire le ciel pré-nuageux, ça pète, mais ça n'a pas encore pété. Les éclairs restent dans les nuages, mais c'est une métaphore, alors, assez classique, mais hyper pertinente par rapport à... Et en même temps, ça parle de choses très classiques, en fait, ce film. Mais par rapport à à son tempérament à lui, quoi.
Oui. D'être Oui. toujours pas très loin de Tempête sous un crâne. Quoi. Ouais, complètement. Jamais très loin. Et dans le positif et dans le négatif d'ailleurs. Il explose dans les deux sens. Ouais, sacré film. Chers auditeurs, on se retrouve, vous, dans quelques secondes, moi, dans quelques jours, pour la scène post-générique. Merci Juliette. Je t'en prie, c'était vraiment un plaisir. À bientôt. Salut! La scène post-générique. Dans cette pastille de fin, je reviens quelques jours après l'enregistrement sur l'épisode pour vous parler de ce qui a changé ou non dans mon esprit, de ce qui s'est ajouté ou de comment le film a grandi en moi. D'après moi, Mommy, c'est le film le plus accessible de Xavier Dolan. Au moins pour ceux que j'ai vus, il me manque les deux derniers, Ma vie avec Eve Donovan et Mathias et Maxime. C'est un film absolument tout public qui ne perd jamais une once de mise en scène ambitieuse ou de finesse d'écriture. C'est d'ailleurs celui qui a le mieux marché en salle, certes aidé par le prix du jury à Cannes, mais tout de même plus d'1 million d'entrées en France et plus de 12 millions de dollars de recettes dans le monde. Mommy, c'est le meilleur porte-étendard, la meilleure porte d'entrée dans le cinéma de Dolan. Il est tout public parce que l'histoire de ces trois personnages est tellement forte, si finement écrite, si justement jouée, que même sans les clés de lecture, car il reste pas mal de recoins sans réponse, on ne peut s'empêcher de rentrer en empathie, de vivre leur histoire avec eux, de souffrir à leurs échecs et de rire à leur joie. Il y a dans la mise en scène une forme d'antivoyeurisme, de politesse dans le regard, qui s'incarne dans la façon dont on montre les corps jamais érotisés alors que le sujet de la sexualité est présent tout le long, ou dans la manière d'aborder la misère, sans pathos, sans en faire le problème majeur du récit. Cette politesse en fait un film accessible, parce que même si tout est brutal, rien n'est jamais brusque. À la fin de notre discussion, on parle du suspens que laisse le montage dans le film, ce rythme particulier qui provoque un sentiment d'impuissance, parfois drôle ou parfois dramatique. Ce suspens, justement, il est très concret dans leur vie. Kayla est en transit, pour citer le film, entre deux lieux de vie, quand Diane est elle, même avant le retour de son fils, dans le suspens d'une vie écroulée, probablement depuis la mort de son mari. Ce suspens et l'impuissance qui l'accompagne sont partout, dans la narration, dans le montage, dans la réalisation. La mise en scène ici n'est jamais gratuite. Sinon, depuis l'enregistrement, Juliette a ajouté quelque chose à ce qu'on s'est dit. Elle trouve qu'un des tours de force de Dolan, c'est d'avoir su montrer des personnages populaires, peu éduqués, je rappelle que Diane n'a pas fini le lycée et que Steven le finira jamais, sans jamais porter sur eux un regard méprisant. Il réussit dans ce film à montrer leur grande intelligence, leur grande vivacité d'esprit, notamment dans leur répartie. Vous ne m'aurez probablement pas attendu pour le voir, mais s'il reste 2 ou 3 personnes dans le fond qui ne l'ont pas encore fait, il faut s'y mettre, personne ne sera déçu. Je remercie 1000 fois Juliette d'avoir joué le jeu, pour son enthousiasme dans notre discussion, et vous de m'avoir prêté vos oreilles pendant cette grosse heure, et de nous avoir écoutés jusque-là. Les épisodes sortent tous les 15 du mois, d'ici là vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram, la séance est levée tout attachée. Et sur ce, salut!